Bonjour, je suis en direct. J'ai eu un petit problème, donc je réinvite Clémentine Autain. C'est ça le problème d'essayer de tout faire soi-même. On a des limites assez rapides quand la technologie nous joue des farces. Donc voilà. Bon, je viens de l'envoyer. Il faut laisser le temps à Clémentine de se connecter. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vérifier quand même que l'on soit bien en direct. Et Clémentine ne devrait pas tarder. Oui, je vois que nous y sommes. Bonjour Véronique, bonjour Pascal, bonjour Simon. Bon, je vois que ça fonctionne, je suis un peu rassuré. Désolé de ce petit contretemps. Puis je m'excuse auprès de Clémentine. J'étais un peu tendu parce que c'est la première fois que j'invite Clémentine chez moi, même si c'est par visioconférence interposée. Et forcément, ça a été plus compliqué. Donc merci pour ce rendez-vous. Je pense qu'elle ne va pas tarder à arriver. Bonjour Fabienne, bonjour Josiane, bonjour Mohamed. Ouais, très bien. Alors bon, maintenant il suffit que faut que Clémentine puisse arriver. Ah, mais je suis pas sûr que le lien soit parti d'ailleurs, visiblement. C'est ça le problème. Je vais lui renvoyer autrement. Ah bah Clémentine arrive, voilà. On va y arriver. Ben, bonjour Clémentine, désolé pour ce petit contretemps dû à mon problème de maîtrise de la technologie, mais on va y arriver. C'est bien là, je pense que tu m'entends, je vois que tu as changé de casque par rapport à tout à l'heure. Voilà, j'ai Je un t'entends. casque. Ça marche. Très Et moi, bien. je t'entends aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de prendre de ton temps pour discuter avec moi. Je disais Ah, en t'attendant que j'étais ému, c'est la première fois que je t'invite chez moi, mais je vois que je suis chez toi moi aussi, donc c'est très très bien. Et puis je te remercie de prendre ce temps pour discuter avec les jeunes Villoises et les jeunes Villois. Je sais que cet après-midi, normalement avec Elsa, tu vas rencontrer une ou deux associations de jeunes Villiers, donc tu vas prendre les transports en commun pour venir nous rencontrer tout de suite après ce rendez-vous. ah, tu sais, je connais bien la ligne 13, hein. Je l'ai longtemps pratiquée. Alors, je la pratique moins depuis un bon moment, mais comme j'ai fait mes études à Paris 8, donc j'étais sur la ligne 13 et j'habitais autour de la place Clichy. Ah Donc, oui. j'ai bien vécu l'enfer de la ligne 13 pendant de longues années et je constate que ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Non, on va en parler. On va en parler. Donc moi, je suis très content que tu aies réussi en Île-de-France à rassembler pour conduire une liste de rassemblement donc de différentes forces politiques. Je pense notamment à la France insoumise, au communisme. Il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a d'autres. Tu le préciseras. Il y a des citoyennes et des citoyens engagés. Ça fait longtemps d'ailleurs que nos parcours, même si tu es beaucoup plus jeune que moi, se croisent dans les Non, pas périmètres politiques. On a eu des parcours convergents sur des actions politiques, notamment souvent en soutenant des personnes sur les sans-papiers, des personnes engagées sur les droits des femmes, sur l'égalité, la fraternité, la sororité, pour être dans le ton. Euh, et je sais que tu as toujours mené toutes tes actions politiques justement avec ce souci de rassemblement et de convergence. Et donc j'avais une question d'ailleurs en lien tout de suite sur les régionales. Est-ce que ta liste va rassembler, donc quel est le contour politique de la liste en termes de force? Et est-ce
Et tu cherches à rassembler d'autres citoyens et citoyennes, j'imagine. Il n'y aura pas que des gens encartés. Et à quel périmètre tu t'adresses? Alors, d'abord, moi, j'ai été candidate notamment pour permettre le rassemblement entre les communistes et les insoumis, parce que c'est un rassemblement qui me tient particulièrement à cœur et j'ai pensé que mon profil pouvait aider en fait à consolider une telle union dans cette élection régionale. Donc, je suis d'abord très heureuse que les communistes aient voté en ce sens et que les insoumis aient eu envie aussi de faire cette alliance. Après, c'est un point de départ. C'est évidemment un point de départ. Et ce qu'on veut construire, c'est à la fois un rassemblement plus large en termes de force politique. Il y a pour l'instant à la fois Ensemble qui est aussi engagé et GDS qui est le mouvement connu notamment avec la figure de Gérard Filoche et puis d'autres avec lesquels on continue à discuter. Et moi, ce que je veux tout particulièrement, c'est que dans ces listes, on retrouve l'énergie citoyenne, l'énergie du mouvement social et des figures en fait qui incarnent les luttes qui sont celles de l'Île-de-France et avec lesquelles nous sommes dans les combats au quotidien. Donc, il y a notamment Christophe Prudhomme, qui est Je suis très urgentiste. content pour Christophe parce que moi je l'ai connu, il était trésorier de l'UNEF. Et donc, Christophe, il devrait emmener donc, la liste en Seine-Saint-Denis. Alors, je le dis là, mais bon, on n'a pas encore officialisé les têtes de liste, mais voilà, Christophe est en tout cas engagé dans cette campagne et c'est très important, mais il y aura d'autres figures, soit de quartiers populaires, des syndicalistes aussi, notamment dans les transports. Voilà, je ne donne pas à ce stade d'autres noms, mais en tout cas, c'est ouvert. Et d'ailleurs, celles et ceux qui nous regardent, je le dis, faites passer le mot. Les listes ne sont pas constituées et on a très envie que cette liste ressemble à l'Île-de-France, à toute l'Île-de-France. Ouais, moi, j'ai une pensée aussi pour Céline Malaisé, donc qui est elle, une élue sortante qui était la présidente du groupe Front de Gauche, qui a œuvré ce rassemblement aussi. Puis j'ai vu qu'il y avait Aïssi Tarcha, pour nous les Hauts-de-Seine, qui habite Clichy, que je connais bien d'ailleurs par ailleurs, qui est à la France Insoumise, qui visiblement a été désignée aussi par la France Insoumise pour les régionales. En fait, il y a des personnes assez diverses, variées, mais qui visiblement œuvrent depuis un certain temps ensemble, même s'ils n'étaient pas dans les mêmes couloirs. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est bien de temps en temps de partager, de croiser les couloirs, hein, parce que sinon, Oui, oui, c'est c'est vite une, pénible quand même. c'est une bonne chose. Ouais. Et tu vas me permettre peut-être de me faire l'avocat de la concurrence. Moi, je trouve, comme maire, hein, que Valérie Pécresse, dans la dernière période, ce n'était pas vrai au début, hein, certainement que les élections approchant, elle a développé beaucoup d'activités. Je trouve que dans la dernière période, donc Valérie Pécresse, l'actuelle présidente de la région, est assez efficace en termes de présence médiatique et de communication. Elle a réagi assez bien, comme maire, je dois le dire, sur la question du Covid. Alors toi, qu'est-ce que tu lui reproches pour te présenter à la présidence de la région à sa place? Parce que l'objectif, c'est quand même de gagner. Exactement, l'objectif c'est de gagner et c'est possible de gagner. C'est pas facile, mais c'est possible de gagner. Alors d'abord, ce qu'on lui reproche, c'est globalement son bilan et son orientation. Moi, je vais dire les choses assez simplement, c'est qu'au fond, on a deux visions qui sont des visions qui s'opposent. Elle veut construire l'Île-de-France à partir d'une obsession qui est la compétitivité. En fait, il faut qu'on ait une métropole qui, dans le concert de la concurrence internationale entre métropoles, soit très, très performante. Elle veut la Smart City, elle veut le plateau de Saclay. C'est ça son horizon. Nous, ce n'est pas du tout ça notre horizon. C'est-à-dire qu'on a d'abord envie de construire une Île-de-France qui soit agréable à vivre pour les franciliennes et les franciliens. Alors, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, dans notre région, qui est quand même extraordinaire, parce qu'on a une région incroyable, on n'a pas de mer, on n'a pas de montagne, mais enfin, on a quand même un panorama incroyable sur la créativité, la diversité, la richesse folle créée par l'histoire, mais aussi par tout ce que font celles et ceux qui habitent notre territoire. Eh bien, il y a 55% aujourd'hui des actifs qui ont envie de quitter l'Île-de-France. Donc, il y a un C'est problème parce que la région est en fait bouffée par le stress, la mal-vie, les pollutions, la cherté des prix, en particulier, les prix du logement, mais pas seulement, et que tout ça fait que de plus en plus de gens ont envie de s'en aller. Donc, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que c'est un gros dire enjeu, que, ça. dire que l'objectif de la politique régionale, c'est de lutter contre les inégalités entre les territoires et d'améliorer la qualité de vie de tous les franciliennes et franciliens, en fait, c'est un objectif qui a des traductions concrètes. Donc,
Je peux donner quelques exemples, mais il y en a plein, 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 plein. Par exemple, quand on fait plutôt le Charles de Gaulle Express, dans lequel on investit des sommes qui sont colossales, et qu'en attendant, le RER B n'est pas capable de fonctionner correctement, on voit bien qu'on fait un choix du train des riches, puisque c'est un train qui coûte très cher, hein, le voyage est à 24 euros, qui parle aux touristes riches, aux hommes d'affaires. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, tous ceux qui sont dans les transports du quotidien sont en galère. Or, Valérie Pécresse, si on est dans sa logique, eh bien, on choisit forcément le Charles de Gaulle Express. C'est la compétitivité. Si on est dans ma logique, on dit non, c'est d'abord les investissements pour le RER B. Mais c'est vrai pour des choses aussi plus invisibles. Je pense par exemple aux fonds structurels européens. Les fonds structurels européens, tu vois, c'est Philippe Rio qui m'a raconté ça, je ne savais pas. Quand Valérie Pécresse va les chercher, il y a 5 critères possibles pour les mobiliser, en fait, ces fonds structurels. Et dans les 5, elle tire sur compétitivité et attractivité. Et il y a un 5e objectif, c'est la cohésion. Donc la cohésion, c'est précisément ce que moi je veux faire, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités territoriales. 0. Elle a demandé 0 aux fonds structurels européens au titre de la cohésion. Donc c'est juste pour dire que en fait, ces deux visions-là nous font arriver sur des politiques publiques qui n'ont strictement rien à voir en fait. Donc au-delà de la com, bon, voilà, il y a la com, je la trouve en effet assez efficace, très présente aussi parce qu'elle est pressentie pour la présidentielle de la droite, donc ça lui donne aussi beaucoup de visibilité. Après, quand on écoute ce qu'elle raconte, par ailleurs, y compris sur le plan national, c'est souvent très, très inquiétant. Elle a par exemple décidé de mettre le paquet contre les fameux islamo-gauchistes. Elle est à une fer de lance et elle raconte n'importe quoi. Par exemple, elle s'en est pris à la défenseur des droits, à qui elle a reproché à Défenseur des droits d'inciter les femmes à porter le burkini sur les bases de loisirs. Donc d'abord, bon, polémique sur le port du burkini dans les piscines au mois de février en pleine crise sanitaire. Bon, comment dire, voilà, j'ai plus qu'un doute. Mais surtout, ce n'est pas du tout ça qu'a dit la Défenseur des droits, qui simplement s'est placée du point de vue de l'égalité des droits et des enjeux que ça pose. Et elle caricature immédiatement et elle fait une autre forme de politique. De la même manière sur le maire de Trappes, on s'est opposé terriblement parce qu'elle a demandé la révocation du maire de Trappes, ce qui est un pur scandale. Le maire de Trappes et justement s'est mobilisé dès qu'il y a eu les discours publics de ce professeur qui s'est dit menacé. Il a dit qu'il faut qu'il ait une protection. Il a eu une protection aléatoire. Et depuis, celui qui est menacé de mort de façon explicite, c'est le maire de Trappes. C'est le maire de Trappes. Et donc là, elle a pris une position qui est une position insensée, absolument insensée. Donc, je prends ces deux exemples, mais c'est aussi ces positions sur la vidéosurveillance, où on a l'impression qu'elle voudrait en mettre à chaque coin de rue, c'est sa réponse à elle, hein, très, très sécuritaire, ou alors de stigmatisation très forte des banlieues populaires. Elle a un discours effroyable sur les banlieues populaires. Elle a un discours en concurrence avec l'extrême droite, d'ailleurs, sur beaucoup d'aspects. C'est pas la droite molle, hein, si on peut reprendre Darmanin sur ce sujet-là. Tu as raison. Hein, c'est une droite très, très dure. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle présente bien, elle a l'air sympathique comme ça, énergique. Mais il faut écouter vraiment ce qu'elle raconte et ce qu'elle fait aussi, hein, parce que quand elle stigmatise les quartiers populaires tout le temps, elle a même imaginé, ça a peu circulé, mais qu'il fallait suggérer aux députés de faire une loi spécifique pour les délits commis dans les quartiers populaires pour qu'ils aient double peine, c'est-à-dire qu'il y ait une peine plus lourde quand il est commis dans un quartier politique de la ville. C'est insensé de dire une chose pareille. Bon, elle a quand même dit ça. Et puis ensuite, comme elle a cette vision très noire, ben, ça fait que la production de logement social sous sa mandature a été divisée par 3, notamment si on prend les fonds qui sont budgétés pour les quartiers politiques de la ville. Donc, divisé par 2 ou par 3, considérable, cette production de logement. Et c'est parce qu'elle pense que produire du logement social, c'est du logement pour les pauvres, et donc c'est de la délinquance. C'est sa vision de la société. Et voilà, là aussi, c'est un point évidemment de conflictualité entre elle et moi énorme, énorme, parce qu'elle ne voit pas la richesse en fait des territoires populaires dans la construction francilienne. Et ça, c'est pas du tout, du coup, on n'arrive pas au même résultat et aux mêmes priorités, aux mêmes façons de gérer potentiellement la région. Bon, tu m'as convaincu, je serais plus son avocat à elle, mais plutôt le tien. Tu as anticipé sur une question que je voulais te poser, parce que moi j'ai une obsession, c'est le droit à la ville pour toutes et tous.
et notamment aux catégories populaires et aux couches moyennes. Et le droit à vivre dans la métropole du Grand Paris, pour les couches moyennes comme pour les couches populaires, est de plus en plus remise en cause de fait. Bien sûr, il n'y a personne qui dit on interdit aux couches populaires et aux couches de moyenne de vivre dans la métropole, mais les faits, le manque de logements sociaux, le coût de l'immobilier fait qu'au final, les couches moyennes et les couches populaires sont virées progressivement de la petite couronne, des Hauts-de-Seine, ça c'est sûr. Et la région, tu as bien fait de le souligner, par exemple, refuse de subventionner les constructions de logements sociaux à Gennevilliers sous prétexte qu'il y a trop de logements sociaux, et en même temps, elle n'oblige pas ses amis à construire. Et le bilan de cette politique, c'est moins de construction, plus d'attente. On est sur la métropole à 10 ans d'attente en moyenne pour avoir un logement social. Toi, dans ce que tu proposes sur le logement, tu as des propositions un peu précises sur ces aspects-là? Oui. Alors, déjà, il faut relancer la production, puisque j'ai dit que le budget avait été divisé par 2, voire par 3. Il faut absolument relancer la production, et nous proposons de mettre 1 milliard d'euros sur la mandature supplémentaire pour le logement, donc à la fois pour la production de logements et aussi pour tout ce qui relève de la rénovation thermique, qui est un enjeu fondamental, notamment si on veut lutter contre les gaz à effet de serre, puisqu'on sait que le bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, et que par ailleurs, si on joue sur la rénovation thermique, on joue aussi sur la facture de chauffage. Donc, c'est non seulement vertueux sur le plan environnemental, mais c'est aussi vertueux sur le plan social. Donc, on a tout un volet sur la rénovation thermique et sur l'investissement pour construire du logement. Après, il faut être stratège. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut plus, on veut autrement. Et le autrement passe par une menace claire vis-à-vis des villes qui refusent de se mettre, au moins dans le cadre de la loi SRU, de production de logement social, donc les amis de Mme Pécresse, qui sont des délinquants de ce point de vue, puisqu'ils sont hors la loi. Donc il faut les inciter par des privations de subventions s'ils ne relancent pas la production de logement. C'est-à-dire qu'il y ait voilà, que la région dise écoutez, vous ne voulez pas produire de logement, allez vous faire voir pour telle ou telle aide de la région. Donc il faut qu'il y ait une menace concrète si on veut que ça aboutisse, si on veut avoir un effet sur eux. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un document qui a été mis à la poubelle par Valérie Pécresse qui s'appelle le SDRIF, qui est le schéma directeur régional d'Île-de-France. Et ce document, c'est un document qui permet justement de voir comment on veut bâtir notre Île-de-France dans la durée. Donc, ça donne des objectifs d'implantation. Et il faut être stratégique parce que ce n'est pas le tout de construire du logement. Il faut que ces logements soient construits dans des endroits où on a aussi de l'emploi, où on a des services publics, où on a des transports. Donc, il faut être stratège. Et pour être stratège, il faut un document qui nous permet d'anticiper les choses. Et donc, c'est pourquoi nous, on veut s'appuyer sur ce SDRIF qu'on veut relancer, puisqu'il a été mis à la poubelle, qu'on veut réviser et qu'on veut aussi démocratiser dans sa définition. Parce qu'un des problèmes, c'est que la région, c'est loin pour les habitants. C'est très loin. Or, le schéma d'aménagement régional, il impacte la vie quotidienne des Franciliennes et des Franciliens. Je veux dire, quand on habite dans ce qu'on appelle une cité dortoir, qu'on doit galérer pour aller bosser à l'autre bout de l'Île-de-France, savoir comment on va organiser les transports en commun, où est-ce qu'on va mettre les logements, est-ce qu'il y aura des endroits avec des commerces de proximité, un cinéma, des choses comme ça. En fait, c'est ça le droit à la ville dont tu parlais. Moi aussi, je me réclame complètement de ce droit à la ville, qui n'est pas toujours bien compris d'ailleurs, hein, parce que c'est une expression… non, mais ce que je veux dire, c'est que l'expression donne l'impression qu'on veut urbaniser tout. En fait, la question du droit à la ville, ce n'est pas urbaniser tout, c'est donner accès à chacune et à chacun à ce qu'offre la ville en termes de modernité, et donc précisément ce que je disais, c'est-à-dire des services publics, des lieux culturels, des lieux sportifs, des restaurants et des bars, la vie, quoi. Si on veut dire la vie. J'en profite et pas les grands complexes commerciaux dont rêve Valérie. Dans la discussion dans le Facebook, il y a Capitaine Haddock que je connais bien, qui habite Gennevilliers, qui d'ailleurs dit souvent ça, il faut attention aux logements sociaux, il faut de l'équilibre, de la diversité, etc. J'ai un petit désaccord que j'ai avec lui parce que c'est penser que le logement social, c'est que pour les pauvres et les plus défavorisés. Je pense qu'il faut effectivement revenir. Par contre, il a raison. Aujourd'hui, tout est fait pour paupériser le logement social. Donc, il faut travailler à changer les lois, notamment la loi Boutin, qui est une copine de Mme Pécresse, je crois, et
Et une loi Boutin qui met un plafond et qui fait qu'effectivement, si quelqu'un gagne un tout petit peu plus cher que ce qu'il gagnait auparavant, il est quasiment viré ou à un surloyer tellement élevé. Mhm. Euh, Par contre, il faut retrouver la diversité qu'avait le logement social auparavant. Moi, je C'est donne ça. toujours cet exemple-là. Isabelle Adjani habitait dans le quartier des Agnettes et elle avait un voisin qui s'appelait Jacques Coubard, rédacteur en chef de l'Humanité, Mhm. qui lui a fait découvrir ce Jacques Coubard. Et c'est peut-être les seules choses de bien qu'elle dit de Mhm. Gennevilliers, Isabelle Adjani, c'est Ah que bon? son voisin, oui, elle n'est pas toujours gentille avec nous, son voisin Jacques Coubard lui a emmené au théâtre, lui a fait découvrir des livres, et ce qui lui a permis d'avoir envie d'être certainement artiste, et qu'il faudrait qu'on retrouve ça dans nos logements sociaux et donc qu'on supprime les plafonds et qu'on arrête d'utiliser le logement social pour régler les problèmes sociaux, mais que le logement social soit bien le droit au logement et au logement public, et que ce soit ça qui soit développé, d'où l'intérêt d'en construire davantage d'ailleurs, parce que plus on travaille la pénurie de logements sociaux, plus on se rétrécit sur les personnes en difficulté pour répondre aux urgences, et plus ça rend difficile la vie en collectivité. Je crois que c'est important de le préciser parce que ce n'est pas toujours à l'identique d'ailleurs. Une région de gauche permettrait aussi de peser sur ces débats-là Oui. pour modifier aussi des lois et de faire en sorte qu'on ait un autre regard sur le logement social. Alors, peut-être répondre à Capitaine Haddock, c'est Capitaine Haddock, je crois. Oui, Un chiffre que tu lui as sans doute dit 1000 fois, peut-être, je ne sais pas. C'est le fait que 70% des Français sont éligibles au logement social. Donc, on a aussi une vision du logement social qui est oui. particulière, c'est-à-dire qu'on pense que le logement social, c'est que les PLAI, enfin tous les logements qui sont des logements Mm, mm. pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté socialement. Et ce n'est pas vrai. Le logement social, c'est 70% des Français qui potentiellement peuvent y avoir accès. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ton schéma, Patrice, hein, qui est de redonner toute sa place au logement social, c'est-à-dire au logement commun, à un loyer maîtrisé. Par ailleurs, il faut quand même se rappeler que quand il y a eu cette espèce de folie qui existe d'ailleurs toujours, c'est pas qu'une folie, mais c'est de valorisation de l'accès à la propriété, on a vu et on sait maintenant à quelle catastrophe ça peut conduire. Moi, je prends toujours l'exemple de Clichy-sous-Bois parce que c'est le premier qui m'a frappé, mais Mm, mm. il y a aussi Grigny dans l'Essonne qui sont deux exemples très comparables où en fait les villes ont été construites à partir d'ensembles immenses de copropriétés qui au début, quand elles ont été mises en place, c'était tout beau, tout joli. Les gens étaient contents parce qu'ils avaient accédé à la propriété. Le problème, c'est que les populations se sont paupérisées et que tout s'est délabré. C'est-à-dire que les ascenseurs ne marchent plus, l'entretien n'est pas fait, les espaces verts sont totalement délabrés et le maire ne peut pas intervenir pour que cet Non. environnement soit un Mm, environnement mm. agréable. Il ne peut pas, et les copropriétaires ne peuvent pas payer les travaux parce qu'eux-mêmes sont totalement exsangues. Et donc, c'est pour ça que je dis ça, parce que si on compare une ville comme Clichy-sous-Bois, qui a été vraiment construite avec ça, à par exemple Sevran, parce que c'est pas loin et que c'est ma ville, et ben, on se rend compte qu'il y a une grosse différence. Parce qu'à Sevran, il n'y a pas ce niveau de délabrement qu'on Mm. peut observer à Clichy, donc qui est lié aussi Et à au fait que l'inverse, c'est très engorgé sur le plan des transports, et mais c'est pas rien, quoi. dans les Hauts-de-Seine, cette course à la copropriété et à la propriété fait que ça devient inaccessible, y compris aux Ouais. couches moyennes et aux retraités. Souvent, je cite une étude des prêtres du diocèse de Nanterre, qui a été une étude démographique. C'était étonnant que ce soit eux qui la fassent d'ailleurs. Et ils font la démonstration qu'après avoir viré les couches populaires, ce sont les couches moyennes maintenant qui ne peuvent plus vivre dans les Hauts-de-Seine. C'est pour ça que la question du logement public ou logement Bien sûr. social, on l'appelle comme on veut, est une question capitale pour justement faire cette diversité, parce que la diversité, elle ne va plus exister au sein de Paris, elle existe quasiment plus dans les Hauts-de-Seine. Et les 70% des Français qui sont éligibles au logement social risquent de disparaître de cette petite couronne. Mais Je me d'ailleurs, permets- c'est un des problèmes, j'ai juste ça, mais Vas-y, c'est quand vas-y. même un des problèmes avec Paris, c'est-à-dire avoir un cœur francilien dans lequel le prix au mètre carré moyen s'élève à plus de 10 000 euros, plus de 10 000 € le mètre carré. Je veux dire, il y a quelque chose qui tourne absolument pas rond. C'est délirant. Et là, dans le moment de crise, en plus, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient investi dans des logements à Paris pour faire en fait du Airbnb,
hein, de la location, et qui, là, avec la crise sanitaire, ont décidé de revendre leur appartement parce que la rentabilité n'était pas assez grande. Et donc, ce phénomène spéculatif qui, en effet, pousse les populations les plus populaires sans cesse aux marges de l'Île-de-France est un souci majeur que nous devons prendre à bras le cœur, parce que la région doit permettre de brasser les populations et de ne pas les ghettoiser, hein. On parle beaucoup des ghettos de pauvres, mais alors les ghettos de riches sont très enfermés entre eux. Donc il faut sortir du clivage entre ghettos de riches et ghettos de pauvres, mais aussi se rendre compte, je tiens beaucoup à ça, peut-être mon fond de culture communiste, je crois, parce que pour moi, ça appartient très fortement à la culture communiste, c'est aussi cette fierté populaire, c'est-à-dire cette idée que des marges, des périphéries, naît en fait la richesse du développement potentiel de l'Île-de-France. Et c'est vrai pour les banlieues populaires, comme Gennevilliers, comme Sevran, mais aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est même plus loin. Et c'est les Gilets jaunes qui nous l'ont dit. C'est-à-dire que dans la richesse, pour moi, il y a la raffinerie de Grand Puy que Total veut supprimer. C'est une folie pour l'Île-de-France. Hein. D'ailleurs, même Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts était avec moi dans le combat contre la fermeture voulue par Total. C'est le triangle de Gonesse, où on a des terres agricoles extraordinaires et qu'il faut préserver. Et là se trouvent des parties de solutions qui intéressent tous les franciliennes et franciliens. Donc, de ces marges et de ces périphéries, en fait, on peut dégager une force pour toute l'Île-de-France. C'est ça que je veux. Bravo, tu as déjà une vision de présidente de la région parce que tu t'es pas laissé enfermer comme je te conduisais à la métropole du Grand Paris. Tu as tout de suite élargi à la vision de la région. C'est très très bien parce que alors, je vais vous c'était un faire une piège. confidence. C'est un piège dans lequel tu n'es pas tombé. J'y pensais pas en t'écoutant que je me suis dit, tiens, elle réagit à ma situation. Et tu fais une Mais transition. Tu fais je presque une fais une transition. confidence, Patrice, c'est que je viens de finir. Et alors, pour le coup, je crois, tout à l'heure, juste avant, c'était la raison pour laquelle je ne vais pas venir dans ton bureau, parce que je devais encore bricoler. Mais tu sais, je sors un livre, en fait, début mai, Pouvoir D'accord. vivre en Île-de-France, de la région. Et donc, je viens de le terminer. Et donc, c'est te dire que voilà, les enjeux de vision contre vision, de comment je vois la région, de politique de logement, de transport, de tout. Je dirais que ce travail que je mène depuis 2 mois et qui arrive là à son terme, et qui, j'espère, permettra de marquer la campagne aussi avec la sortie du livre et puis de disputer médiatiquement le terrain à Valérie Pécresse. Voilà, ça permet aussi d'affiner la vision que je porte et que nous Ça me portons. fera un livre de plus à lire. Tout le monde dit, mais je sais que tu es une grande lectrice toi aussi. Ouais. Donc, Beaucoup de littérature aussi, moi. ouais. Je suis une grande Et fan donc, de littérature. justement, je voulais, en ce moment, je lis un petit bouquin intitulé Petit traité de résilience locale. C'est un tout petit Mm. opuscule que j'ai trouvé par hasard en allant dans la librairie. Et c'est un angle assez intéressant. Je ne l'ai pas fini, j'en suis à la moitié. Mais pour l'instant, ce que j'en lis, c'est que c'est une vision positive pour agir dans une période d'effondrement. Et ils Mm. utilisent bien cette notion d'effondrement que je partage parce que je crois que on est dans une période où il ne faut pas penser qu'il suffit simplement de changer son pot catalytique pour que la planète aille mieux. Et en même temps, ce n'est pas la peine d'avoir une vision que pessimiste. C'est ce qui fait la force des êtres humains, c'est aussi de prendre à bras le corps les problèmes auxquels ils sont confrontés, si on en a l'intelligence politique, justement. Et je sais que tu fais partie de celles et ceux qui pensent écologie et sociale, globale et locale. Et ça, à ton avis, tu l'as un peu amorcé là, à l'instant, ça peut vouloir dire quoi pour notre région Mm. Île-de-France? Et ben, ce qu'on prône, alors ça tu l'as peut-être déjà entendu, mais on a parlé d'abord d'un choc de solidarité. Mais dans le même temps qu'on va faire ce choc de solidarité pour d'emblée venir en soutien à tous les franciliennes et franciliens qui sont en situation de très grande précarité dans le moment où on vient, on va engager une bifurcation sociale et écologiste. Donc, c'est au cœur, je dirais, du projet qu'on a envie de défendre pour l'Île-de-France, c'est de faire basculer notre région dans un modèle qui soit soutenable pour l'environnement et qui ait davantage de sens. Je prends 2 exemples concrets, parce que c'est vrai qu'à partir des grands projets, on comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, le triangle de Gonesse, j'en parlais tout à l'heure, qui était cette idée de faire un grand complexe commercial encore. On a du mal à sortir nos imaginaires des grands complexes commerciaux et qu'au fond, non seulement on a gagné pour faire partir ce projet de la famille Muliez du groupe Auchan,
qui voulait faire ces grands complexes, mais on porte quelque chose d'intéressant qui est le projet Karma. Et le projet Karma, c'est un projet d'économie circulaire, c'est-à-dire que non seulement on préserve les terres qui sont là, qui sont très fertiles, alors qu'on en a besoin, puisque seulement 2% de ce qu'on mange en Île-de-France est produit en Île-de-France. Donc c'est terrible. Donc on a besoin d'étendre nos possibilités, donc il faut préserver ces terres. Mais l'idée, c'est qu'on puisse y faire du maraîchage, puis ensuite du tri sélectif, puis du recyclage, puis de la formation à l'environnement, puis de la restauration de qualité et bio. Et donc, en fait, d'avoir un équipement qui est un équipement dans lequel on a un espace, pas un équipement, mais un espace dans lequel on arrive à penser un grand projet qui est socialement utile, qui répond aux besoins des habitants et qui n'est pas délirant du point de vue environnemental. Donc ça, c'est vrai pour le grand projet, mais regarde la gare du Nord. C'est effrayant ce qu'ils ont prévu, gare du Nord. C'est un centre commercial. La mairie de Paris a signé, la région soutient. Il s'agit de faire, alors y compris, ils vont changer les parcours des usagers, puisque les usagers peuvent faire un peu plus de temps pour rejoindre un quai à l'autre dès lors qu'ils passent dans la galerie marchande pour être bien sûr qu'ils vont pouvoir aller lécher les vitrines des magasins. Et moi, je pense qu'on pourrait faire des gares, des lieux complètement différents dans lesquels on y mettrait du service public. Ce serait bien aussi de pouvoir faire des démarches de service public dans des gares, dans lesquelles on pourrait avoir des lieux d'écoute, des locaux associatifs, on pourrait peut-être faire un peu de sport, avoir des emplacements pour les vélos vraiment partout, sérieusement, pour faire du multimodal. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait imaginer que les gares sont en effet des lieux de centralité, mais qui ne soient pas dédiés au monde marchand, mais utilisés pour être utiles aux besoins des habitants, répondre aux besoins des habitants. C'est ton livreur Uber qui arrive, c'est ça? Pas du tout, ce sont mes enfants, car nous sommes mercredi et c'est ma fille qui remonte, mais son frère, autonomie, est en train de lui répondre et d'ouvrir la porte, du coup, pour qu'elle puisse rentrer. Voilà, c'est la vie. Bien. Oui, c'est la vie. Heureusement, on a encore des caractères humains. Hein. C'est quand même... Ouais, c'est bien même. Je pense que quand on fait de la politique, c'est bien de rester humain autant qu'on peut. Et de vivre normalement. Forcément, on ne peut pas. Donc, avant de revenir sur la question des transports, qui va aussi avec la question de la résilience locale, mais moi, je pense qu'il y a des gros enjeux que tu soulevais, notamment autour du triangle de Gonesse, mais c'est toute la périphérie de la métropole du Grand Paris et comment la région Île-de-France nourrit elle-même, d'ailleurs, se nourrit elle-même, parce que j'ai cru lire quelque part que, par exemple, on produit 150% des besoins de blé de la région Île-de-France, mais en fait, on n'en consomme que 30% parce que tout va à l'exportation. Et donc, on a peut-être une petite question de réfléchir aux politiques agricoles en Île-de-France déjà, parce qu'on est aussi une région agricole, l'Île-de-France, on a tendance à l'oublier dans notre petite métropole, et certainement à retravailler à l'installation de maraîchage, de production, de revenir d'ailleurs à ce qu'on a pu connaître au XVIIIe, XIXe siècle, hein, c'est-à-dire une région qui nourrissait Paris, mais là qui se nourrirait elle-même, même si ça, on n'est pas tout autarcique, mais en tout cas, sur beaucoup de produits, on pourrait se nourrir. Alors, les AMAP sont des éléments qui montrent que c'est possible de réinstaller de jeunes producteurs, que c'est possible de manger sain, que c'est possible de le faire à un prix relativement normal. Donc ça pourrait être un projet régional aussi, de modifier la donne et de faire que ce ne soit pas une agriculture productiviste, mais une agriculture nourricière et respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Donc on va saluer ta fille. Oui, et je ne souhaite pas qu'on te voit. Merci. Voilà. Elle est en quelle classe? Elle est en CM2, on va tout savoir. CM2. Bon, bah, très bien. Voilà. Oui, alors nous, on a imaginé un levier important pour mener cette transition vers une agriculture de qualité, parce qu'effectivement, il faut sortir l'Île-de-France de cette agriculture productiviste qui domine. Et c'est notamment le levier des cantines, puisque les cantines des lycées sont gérées par la région, et que là, on a la possibilité d'y introduire du bio de façon substantielle, et même d'aller vers le 80 puis 100% bio, et d'avoir un haut niveau aussi, 50% puis 80% de produits qui proviennent de circuits courts.
Donc, je prends ce levier parce qu'il me paraît vraiment intéressant. Si on y met le paquet, on va aider aussi à l'implantation justement d'une agriculture raisonnée et qui fasse sens. Donc, je crois qu'il faut qu'on utilise à plein ce levier qui en plus présente plein d'autres avantages, hein, parce que c'est élever la qualité nutritive dans les cantines, le rapport au goût. Bon, c'est quand même pas mal de choses qui se jouent là, de lutte aussi contre les inégalités sociales, puisque tout le monde n'a pas les mêmes possibilités pour manger bio, puisque le bio reste très cher. Donc l'instaurer dans les cantines, ça me paraît tout à fait fondamental du point de vue de l'égalité. Donc ça, c'est un des leviers. Après, il faut qu'on trouve d'autres leviers, de type évidemment AMAP, mais en tout cas, nous, ce qu'on a lancé, même si la proposition n'est pas encore complètement affinée, pour cette bifurcation dans un nouveau modèle de consommation, parce que c'est de ça dont il faut qu'on parle aussi, hein, c'est le modèle de consommation. Très souvent, on n'est pas acteur de cette consommation. En fait, ce sont des grands groupes qui décident pour nous, notamment avec le biais des prix. Je veux dire, si les gens vont dans les hypermarchés pour acheter leur produit, c'est qu'ils ne vont pas petit commerce en bas de chez eux, c'est d'abord en raison du prix, qui n'est pas compétitif. Donc, on a envie d'agir là-dessus et on propose des bons d'achat franciliens, un peu sur le modèle de ce qui se fait là en ce moment en Suisse, figure-toi. En Suisse, ils ont eu cette idée-là avec la crise sanitaire. Donc, en fait, on achète n'importe quoi pour 10 euros, pour 20 euros, pour 100 euros. Et la région abonde de 20%. Donc, on a une capacité d'achat qui est supérieure, moyennant que ces bons d'achat soient utilisés dans des commerces qui soient des commerces de proximité, qui soient des commerces utiles. Hein. Ce n'est pas pour aller acheter son nouveau smartphone ou je ne sais pas quoi, dernier cri. Donc, de la consommation utile et de proximité. Et je me dis qu'à travers la mise en place de ces bons d'achat, on pourrait avoir un immense débat en Île-de-France sur les besoins, bien sûr nos besoins. De quoi, au fond, avons-nous besoin ? Qui me paraît être une des grandes questions du XXIe siècle, de savoir de quoi est-ce qu'on a réellement besoin, et donc d'adosser la production à nos besoins véritables et non pas aux besoins superflus qui sont créés par les logiques du capital, hein, qui sans arrêt veulent nous faire consommer, reconsommer, nous produisent du jetable. Et d'ailleurs, dans notre programme, on aura une proposition phare aussi autour d'un service public de la réparation, auquel je crois beaucoup, parce que franchement, c'est délirant tout ce qu'on est capable aujourd'hui d'acheter. Ça se casse et puis finalement, ça va plus vite et c'est parfois moins cher d'aller racheter quelque chose que de le faire réparer. Et ça, ce monde-là, il est complètement dingue, il court à sa perte. Donc, d'avoir de façon proche des ressourceries, des recycleries et de la réparation, c'est ce qui peut nous permettre aussi d'être plus acteurs dans nos modèles de consommation. Tu proposes quasiment une frugalité heureuse. Et ouais, on peut dire ça. Si je peux me permettre de contribuer, si ton livre n'est pas fini, n'utilise pas l'expression agriculture raisonnée, c'est celle de la Je n'ai pas écrit FNSEA. ça. Ah bon, d'accord. Parce que c'est celle de la FNSEA et c'est l'utilisation quand même de pesticides de manière soi-disant un peu réduite, mais c'est l'utilisation de pesticides. Donc soit c'est une bio, agriculture. soit bio. On est d'accord. Ça marche. Ouais, Amendement accepté. Et il n'est pas dans mon livre, donc ça va. J'ai rien à corriger. Il y a un enjeu il y a d'autres débats publics sur ces questions-là. D'ailleurs, la région ne nous a pas tellement soutenus d'ailleurs sur ces questions de lutte contre les pesticides. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu de prise de position. Non, ça c'est sûr. Même s'il y a des maires de droite d'ailleurs qui ont signé des arrêtés, on est de plusieurs couleurs politiques. Il y en a peu de républicains, mais il y a l'UDI avec Philippe Laurent. Mais c'est un combat qu'on continue d'ailleurs. Là, on vient de prendre un arrêté. On essaye de trouver un biais puisque le gouvernement nous refuse le droit d'intervenir sur la santé des habitants. On a trouvé un biais, celui des déchets, et on dit que les pesticides, c'est un déchet. Et donc, on fait des arrêtés pour interdire ces déchets-là. On verra pour continuer à avoir une vie saine et protéger la santé des agriculteurs comme des habitants. Je voulais te parler aussi, donc ce que je te disais tout à l'heure, on ne peut pas parler des régionales sans aborder le thème des transports parce que c'est quand même une compétence. D'abord, c'est énorme dans nos vies. À Gennevilliers, on est assez bien placé pour le savoir parce qu'on a la ligne 13 qui est, je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais une des 5 lignes les plus surchargées au monde. J'avais lu dans un journal. En tout cas, les gens qui l'utilisent, les personnes qui l'utilisent savent qu'elle est surchargée.
On nous avait vendu la RATP comme la région, que la ligne 14 nous réglerait tous les problèmes. Bon, même avec le Covid, là où il y a une baisse d'utilisation des transports en commun, ben, pas sur la ligne 13. C'est une des seules lignes d'ailleurs qui échappe à cette baisse. Donc il y a un travail à faire, et notamment pour aussi, si on veut que les personnes utilisent moins leur véhicule personnel, il y a le développement des transports en commun. Alors, c'est des plans à long terme, parce que je sais que tu n'es pas démagogue au point de dire si vous votez pour moi dans 2 ans, tout est réglé, parce que faire une ligne de métro, ça met plus longtemps que 2 ans. Mais il y a des choses, si les décisions ne sont pas prises rapidement, c'est la galère pour les gens sur des décennies, quoi. C'est ça, c'est la grosse galère. Alors, d'abord, premier point sur les transports, il y a une première mesure qu'on va prendre de façon claire, c'est d'arrêter le mouvement de privatisation des transports. Parce que la privatisation des transports qui est voulue par le gouvernement, mais qui est accélérée par Valérie Pécresse aujourd'hui, qui a déjà commencé à ouvrir à la concurrence des lignes, enfin, elle a déjà enclenché en fait le processus, ça c'est ce qui peut nous amener au chaos. Parce qu'en plus on le sait, partout où il y a eu des privatisations, à commencer par l'Angleterre de Thatcher, ça s'est terminé par des retards plus grands, des infrastructures qui se délitent, enfin bref, ça ne va pas du tout, ça ne fonctionne pas, et des agents qui sont eux-mêmes précarisés et moins bien rémunérés. Donc, je ne vois pas ce qu'on gagne dans cette affaire, on ne fait que perdre. Et donc, nous opposons d'abord à cette privatisation entamée. C'est important de le dire. Ensuite, il faut évidemment investir dans les transports du quotidien. Ça, je l'ai dit, hein, avec des priorités importantes. Alors là, ce n'est pas que la ligne 13, même si la ligne 13, c'est vrai qu'on est devant des problèmes assez importants. Mais quand je pense investissement à l'échelle régionale, j'ai déjà en tête le RER B et le RER D, qui sont quand même 2 points noirs, très grande difficulté. Donc, il faut qu'on avance sur la rénovation de ces lignes, et aussi à l'intérieur, les histoires de tunnels entre Gare du Nord et Châtelet, qui sont des enjeux très importants, assez lourds, mais qu'il faut faire avancer de ce point de vue. Et puis après, c'est le réseau, on le sait, hein, banlieue à banlieue, qui est un vrai défi, hein, pour nous, parce qu'il faut impérativement qu'on arrive à développer ces jonctions entre les différentes banlieues qui sont les nôtres. Donc la ligne 13, ben, je t'écoute. Dis-moi comment tu vois l'amélioration possible de la ligne 13. Alors, moi, j'avais une solution toute faite depuis des années, qui était sur le dédoublement de la ligne 13, c'est 1 milliard d'euros, hein. C'est contesté par les techniciens de la RATP et par d'autres. Donc, je dis que moi, je n'ai pas forcément les solutions techniques, hein. La contestation est sur le coût, mais surtout sur le fait que le dédoublement, s'il arrive à Saint-Lazare, on nous dit que Saint-Lazare est déjà très encombré, et donc de refaire arriver une nouvelle gare, enfin une nouvelle ligne, serait compliqué. Non, il faut faire travailler des techniciens. Enfin, je crois qu'il faut débrancher absolument, parce que de toute façon, on ne peut pas transporter plus de personnes qu'aujourd'hui. Il y aura des améliorations en changeant les wagons. On peut avoir une contenance supérieure, mais on ne peut pas augmenter les fréquences, puisqu'on a une rame sur 2 au maximum. Donc il y a forcément un travail à faire sur le débranchement, pas forcément à Saint-Lazare, peut-être avant sur la Fourche. Enfin, il y a des techniciens, il faut qu'ils se penchent sur cette question-là. Ça coûtera des millions. Ou il faut retravailler sur d'autres lignes de tramway qui recouperaient par ailleurs, mais qui mettront des années. Et puis, il y a des solutions, je pense qu'il faudrait travailler. On a fait des coronapistes à vélo qu'il faut développer, hein, J'allais te le dire. Voilà, il faut continuer de le faire. Mais bon, avant que le vélo ait la même capacité de déplacement que les métros, ça se saurait. C'est pareil sur les bus, c'est moins important que les métros, mais peut-être de travailler à des coronabus aussi dans l'urgence, notamment avec la mise en place de la zone à faible émission, la ZFE, au 1er juin prochain. Si on ne trouve pas des solutions pour permettre aux gens de se déplacer, ça va être une catastrophe sociale, hein, parce que c'est ce qu'on a appelé les premiers de corvée, ou moi que j'appelle les meilleurs, ceux qui ont des emplois essentiels, qui ont utilisé leur voiture polluante pour aller tenir les hôpitaux, nettoyer les rues, désinfecter nos bureaux.
faut bien qu'ils puissent se déplacer, ces personnes, et ce n'est pas à eux de souffrir dans les transports parce qu'on n'aura pas prévu suffisamment. Et il faudrait arriver à densifier le maillage dans la petite couronne et la grande couronne. C'est clair. Mais sur le vélo, il faut quand même accompagner le mouvement parce que ça s'est développé notamment avec le Covid, hein, le nombre de personnes qui font du vélo, il y a eu un bond. Donc c'est quand même assez intéressant parce que des gens ils prennent du plaisir, etc. Sauf qu'il faut que les pouvoirs publics soient capables d'accompagner en créant notamment les femmes qui ont plus de mal parce qu'elles ont davantage peur en fait à vélo. Donc il faut sécuriser aussi, développer les pistes, les sécuriser. Et il y a un plan que j'aime bien, le RER-V, tu as peut-être vu, d'un collectif qui rassemble une trentaine d'associations qui s'occupent du vélo en Île-de-France et qui ont proposé justement un schéma pour dédoubler. Il y a aussi sur Paris et il y a ce RER-V plus large pour dédoubler, là pour le coup, les lignes de RER. C'est assez intéressant. En fait. Il y a un élu parisien, un élu communiste parisien, Jacques Baudrier, qui est à Île-de-France Mobilité et qui travaille beaucoup avec les associations de vélo. De gens qui font du vélo et qui développent beaucoup cette idée de réseau parallèle des RER, de grands axes de déplacement. Et c'est vrai que par exemple, la Corona Piste qu'on a eue de Gennevilliers jusqu'à l'Assemblée nationale, pour prendre ce repère, j'ai vu que Elsa Fossillon était intervenue dans notre fil de discussion. Et je sais qu'elle l'a utilisé, par exemple, pour aller à l'Assemblée nationale en vélo, et que quand c'est protégé, d'abord, on ne met pas plus de temps qu'en métro, d'après ce qu'elle me dit, et que c'est même quasiment agréable. Donc, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé sur les transports, qui est l'enjeu de la gratuité, qui est aussi tout à fait important. Et en tout cas, dès juillet, nous, on s'engage à une gratuité immédiate pour les moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tous les bénéficiaires des minima sociaux ne sont pas au même régime de gratuité. Donc, il faut qu'on homogénéise tout ça et qu'on avance vers ces premières gratuités. On est d'accord sur l'horizon de la gratuité, il faut qu'on la fasse par étapes, de telle sorte que, évidemment, le budget d'Île-de-France Mobilité serve à renforcer le développement des lignes et leur amélioration, et pas simplement à aller vers la gratuité. Donc, il faut qu'on avance de concert sur les deux leviers importants pour améliorer le transport en Île-de-France. Merci beaucoup. Alors, ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble. On va peut-être conclure. Moi, je te remercie beaucoup. Ce qui m'a paru essentiel, c'est ton attaque dès le début sur cette idée. Alors, moi, j'utilise cette formule pour Gennevilliers. Il faut inventer un nouvel art de vivre populaire en ville. Quand tu pars de cette idée qu'il y a beaucoup d'habitants qui veulent partir de la région Île-de-France parce que c'est trop stressant, trop anonyme, trop violent par certains aspects dans la vie, et que c'est à ça qu'il faut s'attaquer en se posant la question de qu'est-ce qui est essentiel, de quoi on a vraiment besoin. Je trouve que là, c'est le contre-pied politique de simplement continuer avec nos habitudes et simplement proposer un peu plus de ceci, un peu moins de cela, mais de faire une alternative. Et ça me paraît capital dans ta proposition, dans ce que tu sembles faire autrement. Ouais. Et je dirais même pour conclure qu'il faut faire autrement et il faudra s'appuyer sur les collectivités, les maires, les départements qui peuvent être aussi moteurs pour accompagner ce changement. Non seulement on va avoir besoin d'une démocratie d'une toute autre échelle, parce qu'on ne fait pas un tel changement de modèle de développement sans mettre dans le coup l'ensemble de la population, mais pour y arriver, on va aussi avoir besoin d'engagement de maires comme toi, d'autres, pour mener à bien un tel chambardement. Mais je crois qu'après la crise sanitaire et toutes les questions qu'on posait, le confinement, les questions de sens que se sont posées beaucoup de gens, je pense que c'est un discours qui peut porter, qui peut vraiment résonner dans le moment. De toute façon, il faut porter du sens parce que si on est élu, toi comme moi, c'est pour changer les choses, c'est pas simplement pour se dire. Alors c'est facile à dire et c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut le faire avec les gens et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout. Et ce qui n'est pas un drame d'ailleurs, parce que la politique, c'est aussi de la dispute et d'arriver à trouver des compromis au final, du moment que ce ne sont pas des compromissions.
donc, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, de plein d'autres choses. Mais ton livre, peut-être qu'il il aborde beaucoup plus d'autres thèmes. Donc, il sort quand ton Oui, livre? oui, 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 beaucoup, beaucoup de thèmes. Il sort début mai. Début mai. Le Donc, 6 mai, le 6 mai exactement. le 6 Le mai. 6 mai. Très bien. Ouais. Donc, c'est un rendez-vous d'achat en librairie, Voilà, c'est ça. Dans toutes les bonnes librairies. dans Et pas toutes les sur bonnes librairies. Amazon. Non, mais bon, oui, 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 oui. Et Bon, bah, puis, très bien. je pense qu'on retrouvera aussi les militants un peu partout dans l'Île-de-France parce qu'ils sont assez déchaînés là quand même. Je ne sais pas si tu as vu la campagne d'affichage. Je ne sais pas à Gennevilliers, tiens, je n'ai pas posé la question, Si, mais en si, tout cas, il y a un affichage. Les militants insoumis et les militants communistes ont collé les affiches et c'est plutôt et pour bien. l'instant, on tire les murs, je crois. Oui, oui. Bon, ça, c'est une habitude à Gennevilliers. Ça, c'est pas, c'est pas une originalité de cette campagne. On peut te promettre qu'on tiendra les murs. Écoute, c'est un bon début. Je vais aller voir ça tout de suite, puisque je Bon, rejoins Elsa à l'instant. bon. Merci beaucoup de ce moment. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Si ça vous a intéressé, partagez-le d'ailleurs sur votre page parce que ça permettra de faire connaître à plein d'autres personnes. Parce que c'est aussi ça, hein, la politique, c'est de faire en sorte que on s'informe, même si on n'est pas d'accord, en tout cas on s'informe. Et peut-être qu'on tombera d'accord, même certainement, pour beaucoup. Et qu'on pourrait peut-être à cette échelle de la région faire une belle surprise parce que tu as déjà un début de campagne qui est assez surprenant parce que c'est pas si mal que ça, les éléments de sondage que j'ai pu voir. Ah bah oui, c'est vrai qu'au mois de septembre, j'étais accréditée seule avec la France Insoumise de 7,5. Aujourd'hui, on a des sondages, il y en a même eu un qui m'a placée à 12, ce qui bon, est très élevé, mais un autre, le même que celui qui m'était à 7,5, mais à 10. Donc en tout cas, il y a une progression. Il Oui, semble oui. y avoir un début de dynamique, soyons prudents, mais il semble quand même y avoir un début de dynamique. Ouais. Mais Ça fait en plaisir. tout cas, c'est assez dynamique. Et puis quand la diversité de la liste se fera connaître Ouais. et de forces politiques, mais aussi d'individualités, Mm, ou de personnes plutôt que d'individualités, mm. il y a quelque chose qui va démarrer. En tout cas, bravo. Je te souhaite une bonne réussite. Bah, Et merci puis, beaucoup. on- bonne campagne. Voilà, à très vite À dans la bientôt. campagne. Ciao. Au revoir. Au revoir, au revoir.